Alors, dans cette dernière partie, on a discuté encore une fois d'application du processus d'interférence à deux ondes, et cette fois-ci dans le domaine des capteurs. Mais avant de commencer, ici j'ai représenté l'intensité qu'on observe en fonction du déphasage qui est appliqué à notre système à deux ondes. Ce qui est intéressant de voir, tout premièrement, c'est que un dispositif interférométrique, ça va permettre de révéler une phase. Sans l'interférence, on n'a pas de notion de phase et on n'a pas de moyen pour nos détecteurs traditionnels de visualiser la phase optique. C'est vraiment à travers un processus d'interférence qu'on va pouvoir mettre en avant, qu'on va pouvoir mesurer la phase optique. Donc sans les interférences, pas de connaissance de la phase. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, notamment dans le domaine de l'optique, c'est que la phase, c'est directement proportionnel à la différence de marche. Et la différence de marche optique, elle est très faible en optique. En effet, si vous changez de lambda sur 2 votre différence de marche optique, vous allez déjà passer d'un maxima à un minima. Vous allez complètement changer ce que vous allez mesurer. Lambda sur 2, c'est rien, c'est 250 nanomètres. Donc c'est bien en dessous du micron. Donc vous voyez, là on va avoir quelque chose aussi qui va permettre de mesurer des variations très faibles de la marche optique. Alors ces variations très faibles, ça peut être des variations de distance, de longueur, mais ça peut être aussi des variations d'indice. Une variation d'indice, elle peut être induite par plein de paramètres. Si je prends une fibre optique, si j'applique une pression dessus à un endroit, ça va varier l'indice, ça va varier la phase, et je vais pouvoir détecter qu'il s'est passé quelque chose. De même, si je varie la température, ça va faire varier l'indice, ça va aussi faire varier éventuellement la distance en raison du phénomène de dilatation, et donc ma différence de marche optique va varier. Et ces petites variations de marche optique vont faire des variations de phase que je vais pouvoir détecter grâce au processus interférentiel. Alors, donc voilà, on a, grâce aux interférences, vraiment la possibilité d'avoir des capteurs qui sont très sensibles parce qu'on va mesurer des processus à travers les effets optomécaniques, tout effet qui se traduit par une modification d'une propriété optique, on va pouvoir le détecter via des interférences. Alors pour que ça marche bien, il y a quand même quelques précautions à faire. C'est si vous considérez une variation de phase, il faut que ça se traduise en une variation d'intensité qui soit significative. Et pour ça, il faut bien choisir le point de fonctionnement. On voit que si on se place par exemple à phase nulle ou à une phase qui vaut pi, eh bien on sera en haut ou en bas de notre réponse sinusoïdale. Et donc si on a une petite variation, on y sera peu sensible. C'est ici l'exemple avec la courbe que j'ai tracée en bleu. On voit que si ça varie autour de la position au premier ordre, eh bien ce sera nul. Il suffit de prendre la dérivée en fait pour s'en rendre compte. Donc si on veut avoir quelque chose de facilement mesurable, il faut se placer là où la dérivée est maximum. Et ça correspond à une phase qui vaut pi sur 2. Donc on aura tendance à régler nos dispositifs à un point de fonctionnement qui correspond à une phase pi sur 2. C'est là où on aura la sensibilité qui est maximale. Sachant que la sensibilité, c'est directement lié à la pente, la pointe en pointillé rouge ici, dont le coefficient directeur, c'est delta I par delta phi. C'est la différentielle de l'intensité par rapport à la phase. Alors, quand on a un capteur qui est bien réglé, voilà le type d'image qu'on peut observer. Ici, c'est l'image d'une bougie.
normalement, la bougie, on ne voit pas forcément les variations d'indices qu'elle crée dans l'air. Là, on voit très bien toutes ces variations. On les a mis en avant grâce au processus interférométrique. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'en raison de la réponse sinusoïdale, eh bien, nos franges vont être périodiques. Donc sur nos enregistrements, eh bien, on risque d'avoir toujours une ambiguïté sur le nombre de périodes qu'on compte. Donc ça, voilà, c'est une des limites des dispositifs interférentiels qu'on peut surmonter si on réussit à manipuler soigneusement et avec des algorithmes assez poussés. Donc là, si vous vous rappelez, c'est le dispositif de Fizeau que j'avais présenté dans les différents dispositifs, et il va nous permettre, par exemple, de caractériser la topologie d'un échantillon. Ce qu'on obtient grâce au phénomène d'interférence, on peut vraiment le comparer à la carte topologique qu'on a. Les franges, c'est une indication des niveaux. Donc ça permet de caractériser avec des échelles très très fines les différents échantillons qu'on va passer, et c'est une caractérisation qui a l'avantage d'être absolument sans contact. Ici, c'est un échantillon qui est passé par microscopie. C'est un échantillon normalement transparent. Mais comme on a une variation d'indices, grâce aux interférences, on permet de mieux voir les différents composants, les différents éléments vivants ici dans cet échantillon biologique. Ici, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle un dispositif Sagnac. Il fonctionne simplement quand il tourne, c'est là où il est intéressant, et ça va permettre de connaître la vitesse de rotation d'un dispositif. Donc l'interféromètre Sagnac va être très utile pour connaître la vitesse angulaire d'un dispositif. Donc on va le retrouver dans les avions, on va le retrouver dans les sous-marins, c'est un gyromètre. Autre utilisation des dispositifs interférentiels, c'est dans la spectroscopie. En effet, on peut utiliser des dispositifs interférométriques pour recréer le spectre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer l'évolution de la figure d'interférence en fonction de la différence de marche, et en faisant une transformée de Fourier, on va récupérer les détails du spectre. Donc c'est ce qu'on appelle la spectroscopie à transformée de Fourier, qui marche très très bien et qui permet des niveaux de détail très précis. Cette sensibilité des dispositifs interférentiels, on peut aussi l'exploiter dans des grands appareils de mesure, comme par exemple celui qui a été utilisé pour la détection des ondes gravitationnelles, où là l'interféromètre fait plus de 3 km de long, et c'est un Michelson. Et enfin, pour conclure sur tous ces dispositifs d'interférence, on a surtout discuté les interférences dans le domaine de l'optique, mais les expériences, par exemple, des von Young, on peut les réaliser également avec des électrons. Dans ce cas-là, ça a permis de montrer notamment que l'électron, lui aussi, avait une dualité onde et corpuscule. La nature corpusculaire de l'électron, tout le monde l'avait comprise. La nature ondulatoire, eh bien, elle a pu être révélée grâce à des expériences comme les von Young et à l'observation d'une modulation sur la figure qui est obtenue. Et enfin, quand on fait de même de la mécanique quantique en physique fondamentale, l'expérience des von Young, on voit que si on a juste quelques particules, donc dans une approche plutôt corpusculaire, eh bien ces particules se distribuent un petit peu au hasard, mais quand leur nombre va augmenter et augmenter, on retrouve bien une figure d'interférence qui montre bien la nature ondulatoire de l'objet étudié.